Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment la pandémie a surgi dans la vie des autres. À des milliers de kilomètres l'un de l'autre et de nous, ils ont été témoins de l'arrivée de la pandémie, l'une au Nigeria et l'autre en Chine. Il y a 5 ans, Sophie Bouillon, journaliste à l'AFP, prix Albert Londres, à 24 ans seulement, pour Bienvenue chez Mugabe, est partie vivre et travailler à Lagos, capitale économique du Nigeria, ville monstre de 20 millions d'habitants, avec ses bidonvilles et ses îlots protégés. Installée puis confinée à Manoua Street, titre de son livre récit qui paraît aujourd'hui aux éditions Premier Parallèle. Bonjour à vous, Sophie Bouillon. Bonjour. À vos côtés, virtuellement, notre deuxième invité, Arnaud Miguet. Il est en ce moment à Pékin et il écrit, lui, dans un livre intitulé 133 jours à Wuhan avec un chien, un chat et la peur au ventre, qui paraît aux éditions du 1, une coédition avec les éditions de l'Aube. Il écrit tout ce qui arrivera plus tard en France et ailleurs dans le monde s'est produit à Wuhan. J'ai toujours pensé qu'en Chine, on pouvait voir l'avenir pour le meilleur et pour le pire. Bonjour à vous, Arnaud Miguet. Bonjour Olivia. Bonjour, correspondant, grand reporter, correspondant en Chine de France Télévisions. Vous y étiez, vous, à Wuhan, au moment du premier confinement. On va commencer avec vous, Sophie Bouillon, et peut-être cette première image qui vous vient, ou qui nous vient en vous lisant, celle d'un basculement. D'ailleurs, votre récit commence ce jour-là, le 28 février 2020. Que s'est-il passé ? Effectivement, c'était au milieu de la nuit, comme souvent quand on est de permanence pour l'AFP. Donc, les collègues de Paris font une veille et puis on attendait ce premier cas en Afrique qui est tombé en fait à Lagos au Nigeria, donc chez moi. Et c'est le milieu de la nuit. C'est en plus, c'est ce que je raconte, c'est un peu un symbole, mais c'est une nuit que je partage avec l'homme aimé, etc. Donc on est vraiment au milieu de notre vie quotidienne. Et puis on reçoit ce coup de fil et, de quelqu'un qui est à Paris, qu'on ne connaît pas vraiment, des collègues qui font de la veille et qui nous dit voilà, il y a le cas de Covid à Lagos, qu'on appelle à l'époque c'est coronavirus. Et c'est vrai que pour l'AFP, c'est une alerte, une news, breaking news, comme on dit dans notre jargon, sauf que pour nous, c'est notre vie, quoi. C'est notre quotidien. Et Lagos a la particularité d'être une ville-monde de 20 millions d'habitants, surpeuplée. Et donc, c'est sûr que ça résonne autrement. Donc, voilà, ça s'ouvre là-dessus. Et puis, après, tout le découlement du mélange entre le travail et la vie quotidienne. Voilà, c'était ce premier cas de coronavirus déclaré en Afrique, vous dit la Red Chef. Et c'est où ? C'est ici, chez vous, à Lagos, là où vous êtes. Le ministère de la Santé vient de l'annoncer et c'est alerte maximale du coup dans les rédactions. Je ne savais même pas ce que coronavirus voulait dire. Je n'avais jamais entendu parler de confinement. Mulhouse, où vivent ma sœur et ses enfants, n'était pas encore un cluster. J'essayais seulement de me réveiller d'un beau rêve et je regardais le plafond. Pour moi, le coronavirus, c'était comme Ebola, écrivez-vous, Sophie Bouillon, une maladie de Chine, de Wuhan, de chauve-souris ou de pangolin, une maladie exotique dont il faut se méfier, un truc terriblement effrayant qu'on couvre avec l'orgueil post-colonial d'un journaliste occidental, avec l'intime conviction que ce n'est pas vraiment pour nous. C'était pour vous, en revanche, Arnaud Miguet, même si on imagine aussi ce sentiment de stupeur peut-être ou de basculement quand les premières informations arrivent. Pour vous, à Wuhan, épicentre de la pandémie, le cataclysme sanitaire commence plus tôt. Il commence en janvier 2020. Vous arrivez là-bas avec Gaël Caron pour France Télévisions le 22 janvier, veille de la mise en quarantaine et du confinement de la ville. Quels sont les premiers souvenirs, les premiers signaux que vous percevez et que vous avez retenus, Arnaud Miguet ? Les premiers signaux, c'est dès l'arrivée. Nous, on est arrivé à Wuhan, on est parti à Wuhan le 22 janvier, à une époque où officiellement, il y a 17 morts et il y a 500 personnes contaminées par ce mystérieux virus. Et donc, on décide d'aller là-bas pour voir ce qui s'y passe. Et on ne sait pas encore que la ville va être confinée. On voit des gens qui vaquent à leurs occupations, mais on sent la peur sur la ville. D'ailleurs, dès l'avion, on est parti de Pékin le matin, et dès l'avion, tout d'un coup, une inconnue nous offre des masques en nous disant « mais vous allez en avoir besoin puisque vous allez à Wuhan ». Et l'avion était à moitié vide.
Et pourtant, c'était une période de vacances chinoises. Normalement, c'est une période d'affluence où les avions sont remplis, où il y a du monde sur les autoroutes. Là, l'avion était à moitié vide et tout le monde avait des masques. Évidemment, nous étions préparés, nous avions pris nos propres masques, quelques-uns, parce qu'on ne pensait pas rester très très longtemps. Mais là, cet inconnu donc nous offre des masques en nous disant il va falloir les mettre. Et puis tout de suite, évidemment, on se précipite lorsqu'on met les pieds à l'aéroport de Wuhan. On prend une voiture et on se précipite vers le fameux marché, là où tout aurait commencé. Et là, c'est pareil, il y a un photographe qui est là, un photographe qui dit, mais vous portez un masque, mais vous ne portez pas de lunettes? Je lui dis non. Pourquoi? Et lui avait des grosses lunettes transparentes. Il me dit, vous devriez en porter, ça devrait vous protéger contre cette maladie qui, en effet, à l'époque, n'a pas encore de nom. On parle de coronavirus, on parle même à l'époque, même en Chine, de virus de Wuhan, ce que fera Donald Trump bien plus tard pour énerver les Chinois. Mais voilà, et à l'époque, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit rester longtemps à un endroit? Le marché, c'est l'antre du diable, puisque c'est là qu'officiellement, ça aurait commencé. C'est en tout cas le premier foyer. Et donc, est-ce qu'on doit rester longtemps, pas très longtemps? Qu'est-ce qu'on fait si on laisse tomber quelque chose par terre? On le ramasse? Enfin, voilà, on sent qu'il y a quand même une atmosphère et un ciel de plomb, d'ailleurs, ce jour-là, et qu'il ne faut pas rester très, très longtemps aux différents endroits que nous allons découvrir, comme le marché, puis ensuite l'hôpital où sont soignés les premiers malades du coronavirus. Voilà. Et puis, très vite, on sent qu'il y a de la tension et la rumeur commence à prendre dans la ville qu'il y aurait peut-être un blocus de cette ville. Mais là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? On se demande si on peut enfermer comme ça une ville de 11 millions d'habitants. Les Chinois ont des moyens extraordinaires, les autorités, mais enfin quand même. Et on se dit, bon, voilà, on verra bien. Et puis la nouvelle tombe dans la nuit à 2 heures du matin, sans beaucoup de préavis. Les autorités font savoir par SMS que la ville sera fermée à partir du 23 à 10 heures du matin. Et donc, si on veut en partir, il faut partir avant 10 heures du matin, parce qu'après, il n'y aura plus d'avions, il n'y aura plus de trains et les autoroutes seront bloquées. On ne pourra plus rentrer, on ne pourra plus sortir de la ville de Wuhan. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? On réserve des avions au cas où, avant 10 heures du matin. Et puis finalement, on réfléchit un peu à 2 fois en se disant, bon, il se passe quelque chose, il vaut mieux rester, on arrivera toujours à sortir, pensais-je à l'époque avec Gaël. Puis finalement, ça a duré 133 jours. Voilà, parce que le marché, c'est le champ de bataille, hein. D'ailleurs, très vite, le mot guerre contre le virus va apparaître dans la rhétorique des responsables politiques un peu partout dans le monde. Et l'ennemi, il est invisible. Et on comprend combien ça doit être déroutant, même pour des grands reporters chevronnés comme vous l'êtes, Arnaud Biguet, de se retrouver dans ce type de situation. Vous avez pensé à rentrer l'un et l'autre, on imagine, en tout cas un instant. Vous avez pesé le pour et le contre. Qu'est-ce qui vous a fait rester? Vous, Sophie Bouillon, pourquoi vous n'êtes pas rentrée en France, auprès des vôtres, en France, où le système de santé est quand même reconnu et protecteur? Il y a eu ce moment, en fait, il y a eu les 2 semaines entre le premier cas et le moment où même la France a basculé, en fait. Et comme je le dis dans le livre, ma situation était un peu particulière puisque ma sœur est médecin à Mulhouse. Donc j'avais l'écho de ce qui se passait à Mulhouse, en fait, en fond sonore. Et c'est vrai que je me disais, mon Dieu, mais si ça se passe comme ça à Mulhouse, qu'est-ce qui va se passer à Lagos, où il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'oxygène? Bon, j'exagère, mais c'est en toute petite quantité. Du coup, c'est vrai que pendant 10 jours, il y a eu un moment de panique vraiment intense, surtout que les compagnies aériennes commençaient à se fermer les unes après les autres. Comme disait Arnaud, on pensait toujours qu'on pourrait en sortir, hein, et puis au bout d'un moment, on se rend compte que, en fait, non, on ne pourra plus en sortir. Et il y a eu plusieurs jours, et notamment, j'ai appelé en fait des épidémiologistes, parce qu'au Nigeria, il y a beaucoup d'épidémies, et j'avais couvert une fois une épidémie de fièvre jaune, donc j'avais appelé à ce moment-là des épidémiologistes spécialistes du Nigeria. Et puis, il y a cette femme qui m'a dit une chose très belle, je trouve. Elle m'a dit, vous savez, les confinements... Alors, nous, on ne savait pas ce que c'était, mais eux, ils savaient un peu. Elle m'a dit, il faut être chez soi. C'est un moment où, en fait, vous ne serez bien que là où vous êtes chez vous. Parce que aller chez des amis sur un canapé à Paris, c'est compliqué. Donc, j'ai pendant plusieurs jours eu cette question, mais où c'est chez moi en fait? Et c'est vrai, quand on est correspondant à l'étranger, on a toujours un pied des 2 côtés du monde. Et puis j'ai dû prendre cette décision en me disant, voilà, en fait, chez moi, c'est à Lagos, c'est à Manoa Street. C'est pour ça que ce livre a le nom de ma rue, parce que c'est vraiment un refuge.
Et d'autre part, évidemment, quand on est journaliste, c'est compliqué. C'est vrai que l'AFP, on a des journalistes partout dans le monde, dans quasiment tous les pays. Si dans tous les pays un peu à risque, les journalistes partaient, ça occultait quand même une énorme la force en fait d'une agence de presse. Donc c'était aussi un choix professionnel, c'est-à-dire que il se passe quelque chose d'important, de grave, il faut être là pour en témoigner. Donc on fait ce métier, on le fait jusqu'au bout. Donc il y a eu ces deux raisons-là. Et puis finalement, jamais personne n'aurait pensé que le confinement allait durer si longtemps. Les avions se sont arrêtés fin mars. Ils ont rouvert au Nigeria qu'au mois de septembre. Donc jamais on n'aurait imaginé que ça dure aussi longtemps. Mais ça a été un moment de pause, un moment de réflexion, un moment de savoir où est-ce qu'on appartient, quoi. Donc, ouais, où est-ce qu'on appartient, qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait exactement, qu'est-ce qui nous guide. Je vous propose d'écouter les mots d'une autre grand reporter, grand témoin, archiviste du temps présent, c'est Florence Aubenas. Je trouve que le reportage est un art majeur, c'est vraiment ce que je pense très profondément, au sens où ce que vous voyez, l'endroit où vous amenez les gens avec vous, c'est-à-dire, mon but quand je fais un reportage, c'est de dire, voilà, moi j'y vais, vous non, mais vous serez avec moi. Et donc je vais vous raconter exactement comment ça se passe, où vous êtes, etc. Donc ça c'est le sublime, là, c'est le reportage plus. Se dire, quand vous allez quelque part à l'étranger, que vous rencontrez telle personne, je me souviens d'un reportage fait dans l'Afrique des Grands Lacs, où un train de ces réfugiés du Rwanda dont nous parlions hier partait et s'enfuyait pour fuir de plus en plus. Et je monte à bord de ce train. Et un garçon qui était là, dans ce train, me dit, voilà, cette fuite, elle est terrible, on risque tous d'en mourir. Et il me dit, notez mon nom, parce que comme ça, on saura que j'ai existé. Et j'ai trouvé ça bouleversant. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que ça a existé. Ce dont on parle, ça a existé, que ce soit un homme, ce garçon dans le train. Après, je l'ai perdu dans un déménagement. J'avais son nom encadré sur mon bureau en disant, voilà, quelqu'un pense à toi. Je ne sais pas où tu es, mais en tout cas, moi, j'y suis. Voilà, Florence Aubenas qui vient de nous offrir un très bel à voix nue à réécouter sur franceculture.fr qui vient d'être diffusé sur notre antenne. Restez pour pouvoir dire, moi j'y suis, moi j'y étais, voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Là, on est vraiment au cœur aussi de votre profession à tous les deux, de votre métier de grand reporter, vocation aussi art majeur, dit Florence Aubenas. Vous l'avez senti, Sophie Bouillon et Arnaud Miguet, je vous retrouve juste après. Vous l'avez senti ce moment où c'est plus fort que vous, ça s'impose, il faut être là pour témoigner. Je crois que c'est plus fort que nous, enfin, en tout cas je parle pour moi, mais c'est un besoin en fait. Je pense qu'effectivement on reste à ces endroits-là où on y va par notre curiosité personnelle, mais en fait ce n'est pas tout. Je pense que vraiment en tant que journaliste on a ce besoin d'en parler et de dire « Eh oh, il se passe ça ici, écoutez-nous, regardez, lisez ». Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire aussi pendant cette année 2020, c'est que tous les pays du monde ont eu des choses à dire au même moment. Ce que j'appelle dans le livre, c'est traduit dans une sorte de bruit du monde. Alors, quand on travaille à l'AFP, c'est encore plus déroutant, encore plus vertigineux, puisqu'on voit les alertes et les dépêches qui tombent comme ça sur notre écran de travail, ce qui donne un vertige terrible. Et on a l'impression de ne plus avoir de voix. Et en tant que journaliste, c'est terrible de ne pas avoir de voix, parce qu'on s'égosille, on se dit « Mais regardez ce qui se passe ». Les émeutes de la fin du mois d'octobre sont tombées en plein pendant les élections américaines. Donc, personne n'en a entendu parler, ce qui est normal. Mais ce livre, et les livres, je pense, de journalistes en général, c'est aussi une manière de raconter tout ce qu'on ne peut pas faire dans nos articles. Et c'est aussi une manière d'avoir cette voix, quoi, de prendre le temps de raconter un peu plus ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti. Voilà, d'échapper un peu à ce bruit de l'actualité constant et qui a été encore plus fort au cours de l'année 2020. Voilà, et parfois ça fait un peu enrager. Vous racontez dans ce livre l'explosion aux abords d'un pipeline dans un quartier résidentiel de Lagos qui va faire provoquer la mort de 19 personnes avec des dizaines de blessés, un quartier entier qui est soufflé. Et vous écrivez, Sophie Bouillon, qui allait s'intéresser à une explosion à Lagos à la mi-mars 2020, alors que le monde entier commence à être gagné par cette pandémie. Quelle importance pourrait-elle avoir à l'échelle du monde? Quels médias s'en feraient l'écho? La France votait et commençait à paniquer. Les plus grandes économies étaient en train de s'effondrer. L'Italie était déjà confinée et partout dans le monde, les gouvernements prenaient des mesures, je
jusqu'alors inimaginables. Oui, c'est vrai. Et même, je vais même aller plus loin, c'est que même pour nous, en fait, même nous, et c'est là où on voit qu'on est occidentaux et qu'on est français et qu'on le restera, c'est qu'en fait, même moi, à l'époque, et d'ailleurs, quand j'y pense, ça me semble aberrant, mais je sais que ce jour-là, je me disais, c'est pas très important. Parce que Mulhouse, parce que j'avais en fait toujours cet œil rivé vers mon pays natal. Et c'est terrible, en fait, parce que, comme je l'explique dans le livre, c'est que je couvre la scène la plus apocalyptique qui m'ait jamais été donnée de couvrir de ma carrière. On dit 19 morts, mais en fait, il y en a eu sûrement des dizaines et des dizaines. Et en fait, je reste quand même l'esprit ailleurs. Donc c'est comme si c'était un film qui se passait devant mes yeux, mais moi je pense à la France, je pense aux élections municipales qui se tiennent malgré l'arrivée du virus, etc. Donc c'est aussi ce cerveau qui est dans les deux directions, en tout cas à ce moment-là. Arnaud Miguet, comment ça se passe pour vous? Du coup, vous faites le choix de rester, alors que des avions ramènent vers la France les expatriés. Vous restez là-bas. Comment vous avez pu travailler pendant ces 133 jours à Wuhan? Alors rester, je pense que c'était en effet un devoir professionnel et c'est donc des raisons professionnelles qui nous ont conduits à rester. On est correspondant en Chine ou on ne l'est pas et pour moi il était aberrant de partir et d'être renvoyé ou envoyé en France pour subir une quarantaine, puisqu'à l'époque les autorités françaises faisaient très attention, tous les gens qui ont été rapatriés de Wuhan devaient à tout prix porter des masques, avaient des tests PCR à l'arrivée et devaient subir une quarantaine de 14 jours. Donc voilà, mon travail était de le faire, de dire ce qui se passait en Chine et de rapporter la situation en Chine. Et à l'époque, on s'y intéressait quand même. Comment est-ce qu'on a pu travailler étonnamment librement et beaucoup plus librement qu'à l'accoutumée? La Chine n'est pas un grand pays de liberté de la presse, c'est souvent assez difficile et il y a souvent beaucoup d'entraves sur notre chemin. Mais là, j'imagine que les autorités avaient d'autres choses à faire, même si on nous suivait évidemment d'un œil, et pas forcément d'un œil céleste avec des caméras de surveillance ou avec des œils de policiers. Mais on arrivait assez facilement à circuler dans une ville où, a priori, on ne pouvait pas circuler, malgré évidemment quelques contraintes, parce qu'il fallait trouver quand même une voiture pour se balader dans cette ville qui est énorme, qui est plus grande que Paris. Ah, Arnaud Miguet, on vous a perdu. Oui, Pour on nous vous retrouve. balader. Mais on a quand même réussi à aller dans un hôpital, ce qu'on n'avait jamais réussi à faire auparavant. Ça fait 5 ans que je suis en Chine. J'ai toujours eu du mal à tourner dans des hôpitaux. Là, on a pu pénétrer dans un hôpital et avoir l'autorisation de filmer dès le mois de février. Donc, on a pu travailler. On sait qu'on était surveillés, et surveillés finalement d'assez près. Mais voilà, tout ce qu'on a voulu faire, on a pu le faire. Parler de la pandémie en Chine, c'est parler de la Chine, hein. Idem pour le Nigeria. Comment les populations ont réagi, comment les pouvoirs en place se sont aussi positionnés. On en parle avec nos invités jusqu'à 13h30. Sophie Bouillon est grand reporter, elle est journaliste à l'AFP et elle signe actuellement chez Premier Parallèle Manhua Street, un livre récit de ces années de correspondance traversées par la pandémie justement. Et de l'autre côté, à Pékin, Arnaud Miguet, on l'entendait, 133 jours à Wuhan, c'est le récit d'un premier confinement avec un chien, un chat et la peur au ventre. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Parler de la pandémie au Nigeria, c'est raconter aussi cette ville, Lagos, dans laquelle vous êtes installée, Sophie Bouillon, et qui tout à coup, alors que vous la décrivez comme une espèce de ville-monde, une ville monstre, où le bruit ne s'arrête jamais, c'est connaître le confinement dans un endroit comme ça, et le temps suspendu, le silence qui débarque dans les rues. Ça, c'est ce que vous avez aussi rencontré, et c'était complètement inédit comme moment, hein. Ah oui, c'était, quand on y repense, on a même du mal à se dire que ça arrivait. Oui, Lagos, c'est une ville qui se définit par ses couleurs, par ses gens, par ses bruits, par ses odeurs, etc.
Alors, peu de gens connaissent le Nigeria, mais c'est vrai que c'est un petit peu l'image qu'on a de l'Inde, hein. C'est des gens qui vivent dans la rue parce que les transports sont tellement rares et de toute façon, les embouteillages sont tellement monstres qu'il vaut mieux habiter au plus près de là où on travaille. Donc, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de moto, les chauffeurs de kéké dorment là où ils s'arrêtent. Moi, c'est pour ça que ce livre a cet intérêt, c'est qu'en fait, ma rue, mon immeuble, est un immeuble de classe moyenne, supérieure, et qui se trouve dans un quartier très populaire. Donc en fait, j'ai plein de gens qui vivent dans ma rue. Et c'est un chauffeur de kéké, et vous le mettez en exergue de ce livre, qui vous dira « Si tu penses que t'es fort, viens à Lagos, tu verras ». Cette phrase qui est en exergue et qui raconte quand même qu'il y a quelque chose d'assez rude peut-être dans la vie aussi dans cette ville. En quoi elle est si éprouvante ? C'est une ville où les gens ne font que travailler. Mais quand je dis que travailler, c'est jour et nuit. On dort que par intermittence sur le trottoir en attendant de recommencer sa prochaine course, sa prochaine cuisine, tout. Donc en fait, il y a une sorte d'effervescence où je parle dans le livre. C'est que en fait, ce sont des damnés qui rêvent tous du paradis. Ce sont des gens... Les Nigérians sont d'éternels optimistes, des grands rêveurs qui en fait veulent toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus. C'est un pays ultra-capitaliste, mais c'est un pays aussi où, en fait, demain sera toujours meilleur. J'aime beaucoup ce que disait Arnaud tout à l'heure sur la Chine, l'idée qu'en fait, on a l'impression d'être au cœur de l'avenir du monde, et c'est exactement ça. J'avais une collègue qui disait que Lagos, c'était la matrice du monde. Alors, pour sûrement ce qu'il a de pire et de meilleur, mais aussi de pire, parce que c'est la pollution, parce que c'est la surpopulation, tout ça, mais on a l'impression d'être porté par quelque chose qui nous transcende, quoi. Et on se laisse porter et on voit ce que ça donne. Et puis, tout s'est arrêté effectivement du jour au lendemain avec le confinement. Alors, ça a été un moment absolument terrible parce que, comme dans beaucoup de villes dans le monde, mais encore plus là-bas, les gens ne vivent beaucoup de l'économie informelle, donc en se réveillant le matin et ne sachant pas ce qu'ils vont manger le soir. Donc, le jour où on arrête ça, effectivement, les gens n'ont pas compris, en fait, pourquoi s'arrêter de travailler pour rester en vie d'une maladie qu'ils ne connaissaient pas, dont on ne connaissait pas les symptômes et qui, en plus, n'avait pas... Pour eux, c'était le virus de Chine, ça a été longtemps le virus de Chine, et puis après, ça a été le virus des Blancs, parce qu'en fait, ce sont les Blancs qui ont ramené ça d'Europe, etc., des États-Unis. Donc, en fait, c'était quelque chose qui ne les concernait pas. Ils n'avaient pas l'impression que ça les concernait. Donc, ils ont dû arrêter de vivre plus que de travailler, puisque pour eux, le travail, c'est la vie. Voilà. Le Nigeria connaît tant de maladies, tant d'épidémies, de méningite, de rougeole, de fièvre Lassa, de fièvre jaune, de choléra, tellement qu'elles passent inaperçues. Elles font tant de morts que tout le monde a appris à vivre avec et à ne plus les compter. C'est aussi ça, vivre cette pandémie dans un autre pays, dans une autre culture, c'est apprendre aussi à se décentrer et à faire avec une autre culture de la maladie et une autre culture de la mort. Comment est-ce que, face à cette pandémie si particulière, parce qu'elle a touché le monde entier, parce qu'elle a synchronisé tout le monde au même moment, comment cette épidémie-là a été vécue ? Après, je pense qu'il y a eu énormément de phases, comme partout dans le monde. Il y a les premières phases, les deuxièmes phases. En tout cas, ce qui est intéressant dans le fait qu'au Nigeria, il y a tant d'épidémies et je dis elles passent inaperçues. Pourquoi ? Parce qu'il y a 175 000 enfants qui meurent de tuberculose chaque année au Nigeria. Je crois 80 000 du paludisme, quelque chose comme ça. Donc c'est à peu près des chiffres, c'est des chiffres aberrants, sauf qu'on ne les voit pas. On ne voit pas des hôpitaux surchargés, on ne voit pas ça parce qu'en fait les gens ne vont pas à l'hôpital. Donc ça a été à peu près la même chose pour le Covid, c'est qu'on a des chiffres officiels, cachés ou pas cachés, c'est juste qu'il n'y a pas les moyens de toute façon de généraliser les tests sur un pays de 200 millions d'habitants avec très peu d'infrastructures, etc. Donc en fait, on est à l'aveugle et le Covid au Nigeria, on ne sait pas trop en fait, on ne sait pas. Et comme toutes les autres maladies, ces chiffres que je vous ai cités, c'est des estimations des Nations Unies. Oui, mais en même temps, pour aucune autre maladie, aucune autre épidémie, Lagos s'était arrêté comme elle s'est Jamais. arrêtée là. Et c'est pour ça qu'en fait, moi je trouve que cette crise de Covid a été super intéressante sur notre philosophie du monde, en fait. C'est-à-dire que ce que je dis dans le livre, c'est qu'il y avait 8 cas de contamination du Covid quand on a décrété un confinement total du Nigeria et 0 mort.
À l'époque, je veux dire, il y a eu des décisions politiques absurdes partout dans le monde. De toute façon, on ne peut pas dire ce pays est plus absurde que l'autre. Mais sauf qu'en fait, ça a bien montré que les décideurs politiques, les journalistes, bien comme moi, avaient tous le regard vers l'Europe, vers les États-Unis, ce qui s'y passait, et ont appliqué des mesures qui n'avaient rien à voir, en fait, avec la réalité du terrain. Et c'est intéressant. Et en tant que journaliste occidentale, moi, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Quand je vous dis que l'explosion, je l'ai couverte en pensant à Mulhouse et à la France, alors qu'autour de moi, ce qui se passait devant leurs yeux, c'était très important et que c'était leur importance à ce moment-là. Donc c'est vrai que tout, en fait, le monde s'est partagé, non pas entre des continents, mais je pense entre des populations qui sont connectées, informées sur les réseaux sociaux, devant les informations et le reste de l'humanité. Arnaud Miguet, pour vous, c'est encore plus particulier parce qu'à Wuhan, qui est donc, là encore, une ville aussi monde énorme qui va devenir l'épicentre de la pandémie, il y a le fait que vous avez été les premiers à donner l'alerte et à voir aussi une ville se calfeutrer, s'emmurer, une population aussi. Est-ce que vous avez été impressionné quand même par le sang-froid de la population, par la manière dont tout ça a été géré pour le meilleur et pour le pire ? Oui, complètement. Après, on parle beaucoup de docilité asiatique ou de docilité chinoise. Le chef a décidé, donc tout le monde s'exécute et personne ne moufte. Et donc, les autorités demandent aux gens de rester chez eux. Donc, ils restent chez eux. Ça n'explique pas tout. Un Chinois n'aime pas plus porter un masque qu'un Sud-Coréen ou qu'un Britannique ou qu'un Français ou qu'un Africain. Mais c'est vrai que c'était assez étonnant de voir tout d'un coup cette ville s'arrêter et cet endroit complètement immobile. Wuhan était immobile, c'était évidemment une ville fantôme, et c'est le précédent, parce que c'est quand même là que tout a commencé. Jusqu'à ce jour, en tout cas, ça n'a pas commencé ailleurs, c'est à Wuhan le point de départ. Et ce qui était étonnant par rapport à ce que dit Sophie, c'est qu'il y a eu Wuhan, mais après il y a eu des tas d'autres endroits, évidemment, où la maladie s'est très vite propagée, que ce soit la Thaïlande, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, puis l'Iran, puis l'Italie, puis la France. Et c'est vrai que c'est étonnant aujourd'hui, et peut-être qu'un jour il y aura un bilan sur ces politiques publiques et sur ces décisions qui ont été prises et qui sont très différentes selon les différents endroits du monde. À Wuhan, en effet, la ville est confinée. Il y a officiellement, encore une fois, 17 ou 18 morts. Aujourd'hui, en Chine, quand vous avez il y a eu des mini-Wuhan. Après Wuhan, il y en a eu plusieurs, que ce soit à Pékin, à Shanghai, dans l'est de la Chine ou dans le sud. Vous avez parfois 3 cas qui apparaissent de Covid-19 et tout d'un coup, c'est toute une ville de 200 millions, voire 3 millions d'habitants qui se retrouvent tout d'un coup confinés. C'est la méthode chinoise, mais c'est aussi la méthode asiatique, ou c'est aussi la méthode d'ailleurs australienne ou néo-zélandaise, et c'est une philosophie tout autre que celle que l'on peut appliquer en Europe ou aux États-Unis. Voilà, c'est une stratégie. On n'a jamais pensé en Chine ou en Asie qu'on pouvait vivre avec le Covid-19. Il y a une épidémie qui commence, il y a une courbe qui monte, il ne faut pas la ralentir, il faut la stopper. Et en Australie, c'est absolument incroyable. Aujourd'hui, d'ailleurs, Australiens qui vivent en Inde, qui est le pays aujourd'hui évidemment le plus frappé, terrible, qui frappe l'Inde, où j'ai d'ailleurs été correspondant il y a quelques années. Aujourd'hui, un Australien qui est en Inde et qui veut rentrer en Australie ne peut pas. Il a interdiction de revenir sur le territoire australien. Et s'il revient, il a une amende. C'est 43 000 € l'amende. C'est 5 ans de prison s'il cherche à revenir en Australie. Parce que les Australiens veulent se protéger ainsi. Donc ce sont des méthodes qui ont été appliquées. Et c'est vrai que quand on est à Wuhan au début de l'épidémie, et même vers la fin de l'épidémie, qui commence à se tarir d'ailleurs le mois de mars, dès le 15 mars 2020, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Comment peut-on laisser courir les choses à ce point ?
Et vous racontez d'ailleurs l'effet boomerang ou l'effet flipper, hein, avec Oui. à la fois la Chine, Wuhan, qui est l'épicentre au début, mais qui après va fermer ses frontières aux étrangers, réduire la plupart des vols. Et puis c'est une autre histoire qui commence à s'écrire avec l'idée que le virus reviendrait, que le mal vient désormais de l'étranger. Sophie Bouillon parlait à l'instant de ce virus des Blancs. Tout à coup, la donne s'inverse. Vous saluez néanmoins, Arnaud Miguet, la solidité des âmes et des corps qui va être mise à rude épreuve durant cette période, non seulement la nôtre, mais celle de tous les habitants de la ville. Vous racontez aussi comment le régime a réagi, la surveillance par la technologie qui va être justifiée par le virus, la reprise des choses en main par le pouvoir central en Chine. C'est ça aussi qui a été fascinant dans cette pandémie, c'est ce qu'elle a révélé des régimes et des gouvernements en place, de la place aussi des pays comme la Chine dans la mondialisation, ou comme le Nigeria dans le monde. Et Sophie Bouillon, vous le racontez bien, ce pays vers lequel tous les regards étaient tournés avant votre arrivée en 2016. La manne pétrolière aussi qui vivait, qui agitait et faisait vivre ce pays avant. Dans ces moments-là, Sophie Bouillon, est-ce que la vie, mais aussi les drames s'arrêtent? Est-ce qu'il y a eu une trêve de la violence, des attentats suicides, des enlèvements d'adolescents par Boko Haram, de ce qu'était votre quotidien là-bas comme agencière pour l'AFP? Encore une fois, on a un peu calqué notre vision du monde, je pense, sur le monde à ce moment-là. C'est-à-dire, je me souviens, au tout début de la crise, il y avait des appels de l'ONU qui disaient aux groupes armés, pas maintenant, hein, on verra ça plus tard, s'il vous plaît. Ce qui, en fait, quand on est sur place, paraît complètement aberrant. C'est-à-dire que je pense que Boko Haram, qui est devenu l'État islamique en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que le coronavirus, je pense qu'ils avaient autre chose à penser qu'à ce moment-là. D'ailleurs, les réfugiés, les millions de réfugiés qui vivent dans tout le bassin du lac Tchad, c'est pareil. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui leur paraissait à des années-lumière de ce qu'ils vivaient actuellement. Donc c'est sûr que ces appels-là nous faisaient quand même un peu sourire en se disant mais en fait on ne comprend pas ce qui se passe vraiment sur le terrain du monde. Et c'est vrai que ça c'est la chance d'être correspondant à l'étranger pour l'AFP ou pour France Télévisions, etc. C'est de vivre au quotidien en fait et du coup d'être en prise un petit peu avec le quotidien. Donc en fait, non, évidemment, les conflits ne se sont pas arrêtés à ce moment-là. Ils ont même... Aujourd'hui, la situation au Nigeria est absolument catastrophique parce que le confinement et la crise économique mondiale ont entraîné une crise économique locale qui est extrêmement difficile et que les gens sont étranglés par l'inflation, par le chômage, par ces économies qu'ils ont dû complètement vider pendant des mois. Et du coup, ça crée évidemment beaucoup plus d'insécurité et beaucoup plus de conflits. Hein. Donc en fait, non, au contraire, ça ne s'est pas arrêté, ça s'est même amplifié. Merci beaucoup à vous, Sophie Bouillon. Ce Nigeria, cette ville, Lagos, et cette rue, Manoua Street, où vous vivez, vous les racontez dans ce livre qui vient de paraître chez Premier Parallèle. Merci beaucoup à vous, Arnaud Miguet. 133 jours à Wuhan, ça a été la période forte. Mais quand on a connu une ville morte, vous le racontez, on a envie de la voir revivre. Et une fois libre, vous vous êtes attardé à Wuhan. Vous êtes aujourd'hui encore à Pékin, où vous êtes le correspondant de France Télévisions. L'Inde, effectivement, où se joue aussi beaucoup de choses en ce moment. Vous y retournerez probablement, pays que vous connaissez bien pour y avoir été là encore correspondant. Merci à tous les deux d'être venus nous livrer votre regard de cette pandémie vue du Nigeria et de la Chine. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Aurélien Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, avec l'aide très précieuse de Valentine Alloin et de Cathy Renaud à la réalisation, Thomas Beau avec Clément Daté.